Le noyau cellulaire. Le noyau est un organite prééminent dans la cellule, c'est-à-dire il est dominant vu sa taille. Ce noyau est toujours délimité par une enveloppe nucléaire qui assure les échanges entre le cytosol d'une part et le nucléoplasme d'autre part. Le noyau, d'une manière générale, joue un rôle très important dans la synthèse de l'ADN, la synthèse de l'ARN et la synthèse des ribosomes. Quand on dit ribosome, c'est-à-dire et la petite sous-unité 40S et la grande sous-unité 60S. Cela va de soi. Ceci nous permet donc de conclure que ce noyau contient le génome principal de la cellule, de l'organisme ou de l'être vivant. Commençons par l'enveloppe nucléaire. L'enveloppe nucléaire offre à décrire une membrane interne, une membrane externe. Entre les deux s'insinue l'espace périnucléaire, dont l'épaisseur est de 30 nanomètres, une lamina nucléaire et des pores nucléaires. En conclusion, on peut dire que l'ensemble de ces constituants constitue l'enveloppe nucléaire. Pores nucléaires. Tous les échanges entre le cytosol et le noyau transitent obligatoirement par les pores nucléaires. Le pore nucléaire présente une symétrie d'ordre 8 et un diamètre moyen qui est de 30 nanomètres. Le pore nucléaire est bordé sur ses deux versants, nucléoplasmique et cytosolique, par 8 sous-unités en anneaux nucléaires et 8 sous-unités en anneaux cytosoliques. Notons aussi que chaque sous-unité au anneau nucléaire et cytosolique porte respectivement une fibrille nucléaire et une fibrille cytosolique. Maintenant, il est intéressant de noter que sur la face nucléaire, les fibrilles nucléaires convergent pour former une structure en forme de panier. Les sous-unités en anneau nucléaire sont toujours amarrées, c'est-à-dire se fixent à la lamina nucléaire représentée en vert sur ce schéma qui est plaquée contre la face nucléaire de la membrane interne de l'enveloppe nucléaire. Enfin, les pores nucléaires sont formés d'environ une trentaine de protéines dont les plus importantes sont les nucléoporines. Transport des protéines à travers les pores nucléaires.
Cette diapositive met en évidence l'ultrastructure de l'enveloppe nucléaire, c'est-à-dire la présence d'une membrane interne du côté du nucléus, d'une membrane externe du côté du cytosol. Entre les deux membranes s'insinue bien sûr l'espace périnucléaire. On constate aussi que cette enveloppe nucléaire est garnie par un ensemble de pores qui renferment des diaphragmes hypothétiques. Alors ici, on voit très bien en vert le passage des ions et de petites molécules du côté cytosolique vers le nucléus, c'est-à-dire l'intérieur du noyau. Ce type de transfert ne nécessite aucune énergie. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un transport passif. Cependant, le transfert de grosses molécules, telles que les protéines, nécessite la présence de l'énergie, c'est-à-dire il s'agit d'un transport actif. Quel est le devenir des protéines prélevées du noyau qui sont ensuite marquées par des particules d'or et réinjectées dans le cytosol? Alors, sur ces 4 micrographies, on peut voir très bien l'évolution de ces protéines qui sont marquées par des particules d'or. Donc, on peut constater que 10 minutes après la réinjection de ces protéines, qu'elles se retrouvent à proximité des fibrilles cytosoliques. Alors là, attention, sur la première, et ceci demeure valable sur les restes des micrographies, la membrane externe de l'enveloppe nucléaire se trouve vers le haut, c'est-à-dire vers le côté cytosolique, et la membrane interne de l'enveloppe nucléaire se trouve vers le bas, c'est-à-dire en regard du nucléus. Alors, 30 à 40 minutes après la réinjection de ces protéines, nous constatons qu'elles se retrouvent du côté cytosolique des pores nucléaires, c'est-à-dire ces protéines se sont rapprochées significativement de ces pores. Et on le voit très bien, c'est les 3 petits points noirs qui sont indiqués par 3 petites flèches. Et normalement, 50 minutes après cette réinjection, les particules demeurent visibles sur la face nucléaire du complexe du pore, c'est-à-dire se retrouvent pratiquement à l'intérieur du nucléus. On voit très bien deux petits points noirs qui sont indiqués par 2 petites flèches. Bien sûr, cette micrographie, on remarque aussi qu'il y a une particule qui se trouve dans le pore nucléaire, mais du côté cytosolique. Mise en évidence du transport actif du cytosol vers le nucléus. Au cours du transport des protéines, bien sûr, les récepteurs de transport nucléaire s'accrochent aux séquences répétitives d'acides aminés
de l'enchevêtrement de protéines du pore nucléaire, se propulsant ainsi de l'une à l'autre pour transporter leur charge protéique à l'intérieur du noyau. Une fois la protéine libérée dans le nucléus, le récepteur de transport retourne dans le cytosol en passant par le même pore nucléaire et pourra être réutilisé. Comme tout processus créant de l'ordre, l'importation des protéines dans le noyau consomme de l'énergie. Dans ce cas, l'énergie est fournie par l'hydrolyse du GTP qui entraîne le transport nucléaire dans la bonne direction. Enfin, les protéines du pore nucléaire font fonctionner ce portail à une vitesse très élevée, pompant ainsi les macromolécules dans les deux sens à travers chaque pore. Au cours du transport, les récepteurs de transport nucléaire s'accrochent, comme on le voit très bien sur ce schéma, aux séquences répétitives d'acides aminés de l'enchevêtrement de protéines au niveau du pore nucléaire, se propulsant ainsi de l'une à l'autre pour transporter leur charge protéique à l'intérieur du noyau. Une fois la protéine libérée dans le nucléoplasme, le récepteur de transport retourne dans le cytosol en passant par le pore nucléaire et pourra être réutilisé. Comme tout processus créant de l'ordre, l'importation des protéines dans le noyau consomme de l'énergie. Dans ce cas, l'énergie est fournie par l'hydrolyse du GTP. On verra l'explication dans la diapositive suivante. Ceci entraîne le transport nucléaire dans la bonne direction. En plus, les protéines du pore nucléaire font fonctionner ce portail à une vitesse très élevée, pompant ainsi les macromolécules dans les deux sens à travers chaque pore. Ce schéma montre l'énergie nécessaire au transport nucléaire qui est fournie par l'hydrolyse du GTP. En effet, on voit très bien un récepteur de transport nucléaire qui prend son chargement de protéines dans le cytosol et pénètre dans le noyau. Ensuite, il y trouve une petite protéine appelée RAN qui porte une molécule de GTP. Ce complexe RAN-GTP se lie au récepteur de transport nucléaire qui libère alors son chargement. Ensuite, après avoir libéré sa charge dans le noyau, ce récepteur qui demeure toujours lié à RAN-GTP retourne
vers le cytosol à travers le pore nucléaire. Là, une protéine accessoire qui n'est pas représentée sur ce schéma déclenche l'hydrolyse par RAM du GTP qui lui est lié. Ensuite, le complexe RAN-GDP se détache du récepteur qui est alors libre de lier une autre protéine destinée au noyau. Maintenant, on va parler du transport des ARN messagers matures du noyau vers le cytosol. Toujours, la maturation des ARN messagers dans le noyau s'impose avant leur transport vers le cytosol. Cette maturation se manifeste par l'addition sur l'extrémité 5' de l'ARN messager d'une coiffe et de la polyadénylation de l'extrémité 3' de cet ARN messager. Sur cette diapositive, nous remarquons sur l'ARN messager les gènes eucaryotes qui sont interrompus par des séquences non codantes qui sont dites introns. En effet, la plupart des ARN messagers chez les eucaryotes subissent une modification supplémentaire avant d'être fonctionnels. Et ceci a lieu bien sûr au niveau du noyau. Cette étape implique une modification des transcrits primaires ARN messagers encore plus radicale que la mise en place de la coiffe et la polyadénylation et est la conséquence d'une caractéristique surprenante de l'organisation des gènes chez les eucaryotes. Par ailleurs, chez les bactéries, la plupart des protéines sont codées les unes après les autres en une longue suite de séquences ADN qui sont transcrites en ARN qui, sans aucune forme de maturation, peut servir d'ARN messager. Autrement dit, chez les bactéries, la maturation de l'ARN messager n'existe pas. La plupart des gènes eucaryotes, au contraire, ont leur séquence codante interrompue par de longues séquences non codantes, dites séquences intermédiaires, dites encore les introns. Les morceaux dispersés de séquences codantes ou séquences exprimées, appelées exons, sont en général beaucoup plus courts que les introns. Et la portion codante d'un gène eucaryote ne représente en général qu'une petite fraction de la longueur totale du gène. En effet, la longueur des introns va de 1 à plus de 10 000 nucléotides. Certains gènes eucaryotes ne possèdent aucun intron, certains en possèdent quelques-uns, mais la plupart en ont plusieurs. Alors, toujours sur ce schéma-là, on voit très bien les extrémités 5' et 3' de l'ARN messager eucaryote sont modifiées, c'est-à-dire sont en pleine maturation par addition de la coiffe en 5' par l'intermédiaire d'un pont triphosphate, on voit P, P,
P, et par clivage enzymatique du transcrit primaire, puis addition d'une queue poly A en 3'. Alors, c'est quoi queue poly A? Donc, ce n'est qu'une succession de nombreux ribonucléotides de type adénosine et dont le nombre est toujours compris entre 150 et 250. Et la polyadénisation, donc finalement, ce n'est que l'addition d'une queue poly à l'extrémité 3' des ARN messagers. Cette diapositive nous montre l'exportation des ARN messagers matures du noyau vers le cytosol. Nous remarquons un ensemble spécialisé de protéines qui se lient à l'ARN messager et cet ensemble sert de signal de reconnaissance, tel que la protéine de liaison apoly A, représentée en vert, la protéine de liaison à la coiffe, représentée en marron clair, et le JC, le complexe de jonction des exons, représentés en rouge. Alors, on peut dire que une fois l'ARN messager jugé bon pour l'exportation, c'est-à-dire cet ARN messager est mature, une molécule appelée récepteur de transport nucléaire, qu'on n'a pas représenté ici, et qu'on a bien expliqué lors du passage des protéines du cytosol vers le nucléoplasme. Donc, une fois que l'ARN messager mûr se retrouve dans le cytoplasme, l'ARN messager se débarrasse de toutes ces protéines qui lui ont été liées et on recrute de nouvelles, telles que le complexe que nous voyons ici, représenté en rose et qui constitue le facteur d'initiation à la synthèse protéique. Le chromosome de la cellule eucaryote correspond à de l'ADN double bras extrêmement long et surtout condensé. Cette diapositive offre à décrire la structure du chromosome à droite et son ultrastructure à gauche. Sur les deux schémas, nous constatons la présence d'un étranglement dans la partie centrale du chromosome et qui correspond au centromère. Normalement, au niveau de ce chromosome répliqué, on trouve deux chromatides et chaque chromatide est représentée par de l'ADN double bras. Notons aussi que les deux molécules d'ADN sont identiques. Cette diapositive met en évidence la réplication de l'ADN. On voit très bien sur cette représentation complètement à gauche le chromosome qui s'est individualisé pour se préparer à la division cellulaire. Il est délimité de part et d'autre par ces deux structures en bleu qui correspondent aux télomères. Ces deux télomères, normalement, constituent une coiffe qui empêche le raccourcissement de l'ADN au cours de la mitose. Aussi, de part et d'autre du centromère, nous remarquons la présence de deux fourches de réplication qui sont à l'origine du dédoublement
du brin d'ADN. Alors, vers la fin de l'interphase, on voit très bien que l'ADN double brin s'est dupliqué, donc formation de deux chromatides. Et durant la mitose, ces deux chromatides se séparent pour être répartis équitablement dans les deux cellules filles, c'est-à-dire chaque cellule fille renferme une chromatide qui constitue un chromosome dont la quantité d'ADN est identique dans la cellule 1 et la cellule 2. Dans une séquence d'ADN, trois éléments s'imposent pour produire un chromosome eucaryote qui sera capable de réplication, c'est-à-dire de duplication, et surtout de séparation de ces deux chromatides. À la mitose, bien sûr. Finalement, ces éléments sont deux télomères qui délimitent de part et d'autre la chromatide, ou bien la séquence d'ADN, et un centromère. Chez l'espèce humaine, le génome renferme 3 milliards de paires de bases qui sont organisées en 23 chromosomes. Empaquetage de l'ADN en chromosomes. Il est intéressant de noter que le chromosome mitotique est 10 000 fois plus court que sa forme étendue. Et sa forme étendue, ce n'est que de l'ADN. Quelles sont les différentes étapes de l'empaquetage de l'ADN en chromosomes? Pour mieux comprendre cette diapositive, donc il serait très intéressant de commencer de bas en haut. Alors, le 6 représente un chromosome mitotique entier. On voit très bien la présence des deux chromatides sur ce chromosome. En 5, nous avons la représentation d'une portion prise au hasard sur le chromosome sous forme condensée. Ensuite, en 4, nous avons une portion de chromosome sous forme relâchée. C'est-à-dire, si on prend la portion de chromosome condensée et on la relâche, donc on obtiendra directement la portion de chromosome sous forme relâchée en 4. Et finalement, à quoi correspond une portion de chromosomes sous forme relâchée? Donc, ce n'est qu'un assemblage d'un ensemble de nucléosomes en fibres de 30 nanomètres, c'est-à-dire plusieurs fibres de 30 nanomètres constituent une portion de chromosome sous forme relâchée. Et finalement, le 3, c'est-à-dire une fibre de 30 nanomètres, à quoi correspond-elle? Eh bien, ce n'est qu'un ensemble de chromatines en collier de perles. Et normalement, maintenant, il serait très intéressant de dire qu'au niveau de la chromatine en collier de perles, qui est représentée par un cœur d'histone du nucléosome, c'est la structure que vous voyez en jaune, sur laquelle vous avez deux tours d'ADN. Ensuite, ces deux structures, c'est-à-dire cœur d'ADN de nucléosome plus
Deux tours d'ADN sont reliées par de l'ADN de liaison. Cet ADN, ce n'est qu'une courte région de la double hélice. Sur cette diapositive, nous avons la mise en évidence des constituants de la chromatine en collier de perles. Très bien. On peut dire que les nucléosomes sont composés d'ADN enroulé autour d'un noyau protéique de 8 molécules d'histone plus un ADN de liaison. Comment on a pu mettre en évidence ces constituants? Eh bien, c'est grâce à l'expérience suivante. Dans un tube à essai, la particule qui constitue le cœur du nucléosome peut être isolée de l'ADN par digestion enzymatique de l'ADN de liaison par une nucléase appropriée, une enzyme qui coupe l'ADN. Cette nucléase peut dégrader l'ADN nu, mais elle ne peut pas attaquer l'ADN enroulé autour du cœur du nucléosome. C'est-à-dire, cette nucléase s'attaque à l'ADN de liaison. Après dissociation du nucléosome isolé en ses composants, ADN et protéines du cœur des histones, on peut déterminer la longueur de l'ADN autour du cœur d'histone, une longueur de 147 paires de nucléotides est suffisante pour s'enrouler environ 2 fois autour du noyau d'histone. Et normalement, l'octamère d'histone est représenté par deux molécules H2A, deux molécules H2B, deux molécules H3 et deux molécules H4. Donc l'ensemble constitue l'octamère d'histone. Ce schéma met en évidence le rôle de l'histone H1 dans le rapprochement des nucléosomes pour former une fibre de 30 nanomètres. En effet, l'histone H1 est composé d'une région globulaire et d'une paire de longues queues à ses extrémités, à savoir la C-terminale et la N-terminale. La région globulaire comprime en moyenne 20 bases supplémentaires de l'ADN, celles qui sortent du cœur du nucléosome. Une activité dont on pense qu'elle est importante pour la formation de la fibre de 30 nanomètres. Finalement, la longue queue C-terminale de l'histone H1 est nécessaire pour la liaison de H1 à la chromatine, mais sa position ainsi que celle de la queue N-terminale demeure peu connue. Le nucléole est responsable de la synthèse de la quasi-totalité des ARN ribosomiaux
du ribosome, c'est-à-dire la petite sous-unité 40S et la grande sous-unité 60S. Il est à noter que le nucléole disparaît juste avant la division cellulaire et réapparaît juste après. Cette micrographie montre l'ultrastructure d'une cellule de racine d'oignon dans laquelle nous constatons la présence d'un gros nucléole, ce qui signifie que la cellule est en pleine phase d'activité physiologique, c'est-à-dire de synthèse protéique. Cette micrographie montre l'ultrastructure d'une cellule de racine d'oignon dans laquelle on retrouve un noyau prééminent renfermant un gros nucléole. Ceci signifie que cette cellule est en pleine activité de synthèse protéique. L'ultrastructure du nucléole offre à décrire trois zones bien distinctes. D'abord, nous avons le composant granulaire qui représente pratiquement la quasi-totalité du nucléole, dans lequel on retrouve des centres fibrillaires en jaune qui sont entourés par des composants fibrillaires denses représentés en vert. La biogenèse du ribosome se fait comme suit. Dans le nucléole, l'ADN R composé de l'ADN R18S, l'ADN R5.8S et l'ADN R28S. Notons aussi que cet ADN R possède deux extrémités, à savoir 5' ETS et 3' ETS. En outre, ITS1 lie l'ADN R18S à l'ADN R5.8S, qui à son tour fait jonction avec l'ADN R28S grâce à ITS2. Ensuite, cet ADN-R est transcrit grâce à une polymérase 1 en ARN-R. Cet ARN-R, sous l'action de deux enzymes, à savoir la fibrillarine et la nucléoline, subit une évolution qui se résume en trois étapes, à savoir étape 1, excision, c'est-à-dire le fait de couper de l'extrémité 3' ETS. Étape 2, excision de l'extrémité 5' ETS. Étape 3, le bloc restant de l'ARN-R se scinde en deux parties, à savoir le premier bloc est représenté par l'ARN-R 18S plus ITS1 et le deuxième bloc
est composé de l'ARN R5.8S et l'ARN R28S qui sont liés par ITS2. Maintenant, quel est le devenir du bloc 1, c'est-à-dire l'ARN R18S plus ITS1? Tout simplement sous l'influence d'une enzyme dite PM SCL100, l'ITS1 est excisé, c'est-à-dire coupé, et on obtient tout simplement de l'ARN R18S. Maintenant, quel est le devenir du bloc 2? On dira que sous l'influence des enzymes HPOPA et NOP-SECON2 et B23, nous obtenons l'ARN R5.8S et l'ARN R28S. Donc, tous ces processus se déroulent obligatoirement dans le nucléole. Maintenant, que se passe-t-il dans le noyau? Eh bien, l'ADN R5S est transcrit grâce à une polymérase 3 en ARN R5S. Quel est le devenir de cet ARN 5S? Eh bien, tout simplement, il passe, c'est-à-dire il pénètre dans le nucléole. Toujours dans le noyau, les gènes des protéines ribosomiques, c'est de l'ADN, cela va de soi, sont transcrits en ARN M grâce à une polymérase 2. Cet ARN M quitte le noyau à travers les pores nucléaires. Maintenant, dans le cytosol, ces ARN M associés au ribosome synthétisent 82 protéines ribosomiales, dont 33 protéines spécifiques à la petite sous-unité du ribosome et 49 protéines pour la grande sous-unité. Ces protéines synthétisées migrent du cytosol vers le nucléole. Maintenant, dans le nucléole, la combinaison, c'est-à-dire l'association de ces 33 protéines avec l'ARN R18S constitue la petite sous-unité 40S. En outre, les 49 protéines associées à l'ARN R5.8S et l'ARN R28S plus l'ARN R5S forment la grande sous-unité du ribosome 60S. Enfin, ces deux sous-unités quittent le nucléole à travers les pores nucléaires pour atteindre le cytosol.